Le monde souvent pense que c'est un créateur de contenu qui fait juste mettre son nom sur des brands, pas en tout. Ouais. D'abord, avant tout, je suis pas un créateur de contenu, je suis un entrepreneur. Les gens comprennent pas que quand tu postes une vidéo, un contenu, il faut que ça soit pour le consommateur puis pas pour ta compagnie. Tout le monde s'en de ta compagnie. On a fait un montant qu'on a pu vivre dessus, mais c'était vraiment se lancer dans le vide. On s'est dit, on va faire les meilleurs sandwichs qu'on peut. C'était comme un rêve inatteignable de dire, hey, je vais ouvrir un resto. Comme un rêve fou un peu. Quand je l'ai annoncé, on a passé à la radio. C'est devenu complètement viral. Puis ça faisait la file à la pyramide pendant un mois et demi non-stop. Est-ce que quand t'as quitté, c'était pour ouvrir Papa Sandwich? On pouvait pas avoir autant de parts qu'on voulait dans des projets pour ce qu'on sentait qu'on apportait. Fait qu'on va gentiment quitter. Bienvenue au podcast Main à la porte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs d'ici qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais dont on connaît un peu moins l'histoire derrière leur entreprise. Aujourd'hui à l'épisode, on reçoit Nate Todd, qui est très connu sur les réseaux sociaux pour sa cuisine et qui a récemment ouvert le restaurant Papa Sandwich à Québec et qui est à la tête de Hottie. Bonne écoute! Nate Todd, t'es propriétaire de Hottie, Papa Sandwich, tu es un créateur de contenu super connu sur les réseaux sociaux. Bienvenue au podcast Main à la porte. Merci, merci de me recevoir. On est super contente. Moi, je regarde beaucoup tes vidéos, puis je trouve ça toujours alléchant. Je suis pas encore allée au Papa Sandwich parce qu'il y a un méga line-up depuis l'ouverture, mais je pense que ça va vite, tu disais, le temps de passer le line-up. C'est pas si pire. Des fois, on se cachera pas, des fois, c'est plus long que qu'est-ce qu'on voudrait pour servir le monde. Mais en général, on est capable de servir le monde en bas de, je dirais, 15 minutes pour un produit qui est fait à l'ordre à toutes les fois. Nos affaires sont pas pré-cuits à l'avance. C'est fou ça, c'est vraiment... On fait mariner nos viandes, on les slice. Mettons, on reçoit les grosses pièces, on les slice nous-mêmes, on les fait mariner, on les cuit sur le grill. Fait qu'on fait tout à l'ordre. Fait que les gens sont prêts à attendre un peu plus longtemps. Pour quand même, puis dans une période de rush comme ça, vous êtes combien en arrière du comptoir? Ben là, comme là, on vient de finir le festival FEC, il y avait... je pense, 10 personnes dans le local principal, le petit corridor, puis on avait 2 personnes dans le fond, sur un local, sur Avenue Cartier aussi. Genre une douzaine de personnes. C'est vraiment beaucoup parce que tu as dit tantôt 500 pieds carrés. Ouais, 500 pieds. Pour ceux qui peuvent s'imaginer un petit peu, c'est vraiment beaucoup de monde. Vous êtes cordés, puis je pense que tu t'es un peu mis au monde sur les réseaux sociaux, fait que j'ai vraiment hâte d'aborder ce côté-là. Mais avant tout, Nate Todd, comme tu sors d'où? Tu es quand même jeune pour avoir tout ça à ton actif. C'est quoi ton histoire? Dans le fond, moi, je viens de La Tuque, une très petite ville en Mauricie. Fait que j'avais pas. Puis dans ma famille, il n'y avait personne en affaires non plus. Mes parents sont pas en affaires. Ma mère est comptable. Puis elle est très, très, genre, le risk management, c'est comme full. Oui. C'était comme. Ça fait peur. Ouvrir des restos, qui est genre une des industries, vous le savez, une des industries les plus tough que presque personne ne fait de l'argent là-dedans. Puis en plus, on a ouvert ça après la pandémie. En tout cas, c'était comme le chaos. Là, genre, c'était la dernière affaire que j'aurais dû faire. Mais bref, fait que je viens de là-dessus. Puis en grandissant, je jouais au hockey. Fait que j'étais un sportif. Tout ça. Puis en secondaire 4, je suis parti à Trois-Rivières jouer à l'Académie des Estacades, au hockey. Puis tout ça. Fait que je vivais plus avec mes parents à partir de 15 ans. Genre. C'est fou, c'est fait jeune. Ouais. Fait que l'été, j'étais chez moi. Oui, mais tu sais, j'ai commencé comme vraiment jeune à comme faire mes propres affaires dans une autre ville. J'imagine que tu vivais dans une famille. Oui, dans une pension qu'on appelait. Là, puis c'était comme une madame. J'étais vraiment chanceux parce qu'on avait vraiment une bonne une madame âgée. Elle était tellement, genre, c'était comme notre mamie. Là, c'était vraiment, elle était tellement cute, puis elle s'occupait tellement bien de nous autres. Fait que j'étais vraiment chanceux d'avoir cette personne-là. Fait que c'est ça, j'ai joué à Trois-Rivières, puis là, j'ai commencé mon uni, puis je savais pas trop quoi faire dans la vie. Tu as commencé à Trois-Rivières? Oui, j'ai commencé à Trois-Rivières. Puis j'avais aucune idée quoi faire. Là. J'étais comme... j'étais perdu. Quand j'étais jeune, j'écoutais énormément MasterChef. Puis Shark Tank, qui est la version américaine dans l'œil du dragon. Tu avais déjà un très gros intérêt pour la cuisine. Ben c'est ça, la cuisine à la base, c'était ça. Là. J'écoutais Gordon Ramsay sur YouTube, puis genre... je les ai toutes vues, ces vidéos, puis je l'écoutais. Je l'écoutais pas dans Hell's Kitchen. Le monde, il dit, il gueulait. Puis tout le monde, il gueulait pas à MasterChef. Là. Il était vraiment genre... Moi, je le trouvais vraiment hot, là, ce gars-là. Fait que c'est là que mon intérêt pour la cuisine a commencé. Je me souviens, là, j'avais... Je sais pas l'âge exact. J'avais peut-être 10, 11 ans, 12 ans peut-être, je sais pas.
Puis mon premier plat que j'ai fait, c'est un risotto parce que sur MasterChef, ils font tout le temps des risottos. Quand c'était même, tellement n'importe quoi. De se lancer dans un gros défi de même. Mais c'était vraiment n'importe quoi le risotto que j'ai fait. J'ai pris du riz brun, genre. T'es supposé, ceux qui connaissent la cuisine un peu, t'es supposé prendre un riz arborio, un riz. Là, tu dis ça, moi, j'étais comme, j'ai aucune idée. Non, mais c'est un type de riz, genre, spécial. Tu peux pas prendre du riz brun pour faire un risotto, c'est complètement con, là, genre. Okay. Faut commencer quelque part. C'est ça. Fait que moi, j'avais fait mon premier risotto avec du riz brun, puis j'avais trouvé ça bon. Fait que là, je commençais à m'intéresser. À un moment donné, j'avais appelé ma mère en revenant de l'école. J'étais là, je vais faire la sauce à spag, genre. Fait que là, elle était au téléphone, puis elle me disait, genre, comment faire la sauce à spag. Fait que bref, Tes parents cuisinaient-tu? Ma mère, elle travaillait beaucoup. Ben, elle travaille encore beaucoup, elle est comptable. Puis mon père, oui, cuisinait vraiment. Okay. Fait que c'est de lui un peu que j'ai comme pogné le goût de cuisiner parce que moi, je disais, genre, je pense que quand j'étais jeune, je disais, je veux cuisiner comme papa. Tu sais, genre. Fait que c'est de lui que j'avais pris. Et l'intérêt. Ouais, l'intérêt de départ. Mais après ça, c'est vraiment MasterChef comme qui m'a donné le goût de faire ça. Fait que c'est ça. Puis là, j'écoutais Shark Tank aussi, je commençais à écouter ça. Fait que là, la business a commencé à m'intéresser. Puis quand tu écoutes des affaires de même, tu les entends dire des termes, tu poses des questions, des évaluations d'entreprise, des BAYA, c'est quoi, plein de termes que une personne normale de mon âge, aucune idée c'est quoi. Mais tu sais, moi, je commençais à apprendre ça, je googlais. Fait que j'ai vraiment développé un gros intérêt pour la business puis la cuisine en même temps. Fait que j'ai tout le temps eu en arrière de la tête de genre, je pourrais peut-être... Tu sais, on dirait que la seule affaire qui est possible dans la vie, c'est ouvrir des restos quand tu t'intéresses à la bouffe. Tu sais, j'avais pas zéro pensé à un produit alimentaire, mettons, comme Hottie. Fait que c'est ça. J'ai commencé vraiment à avoir un intérêt pour la business, mais je venais d'une petite ville. Tu sais, c'était comme un rêve un peu inatteignable de dire, hey, je vais ouvrir un resto. Comme un rêve fou un peu. Ouais, c'était comme, tu sais, ouvrir un resto dans une petite ville comme ça, tu sais, je veux dire, le volume, c'est plus difficile. Fait que je savais que je ne voulais pas le faire là, mais tu sais, j'étais tellement pas rendu, mettons, à Québec ou dans une grande ville comme Montréal ou whatever, que je me disais, c'est impossible, tu sais. Fait que j'avais comme mis ça de côté, puis là, j'avais commencé en ressources humaines. Parce que ma sœur, elle travaille en ressources humaines, d'ailleurs. À l'université, ça? Oui, j'ai commencé mon bac en admin, en profil ressources humaines. Il faut que je choisisse une J'imagine que c'est ta grande sœur. Oui, ma grande sœur faisait ça. Fait que j'étais comme, ça va être bien pour moi, ça. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis là, j'ai eu la chance, la pandémie est arrivée un peu en même temps. Fait que j'ai eu la chance de travailler, faire un stage directement à l'usine que ma sœur a travaillé en ressources humaines. Fait que je faisais Dès ta première année, mettons? C'était à la fin de ma première année, genre, à peu près. Puis là, j'ai comme réalisé que je voulais vraiment pas faire ça. Ouais, j'ai comme fait... c'est pas que c'était plate, c'est juste que c'était pas pour moi. Là, je sais pas. J'ai tout de suite su que je voulais pas faire ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai approché... À ce moment-là, j'étais encore à la TUC à ce moment-là, j'ai approché un gros groupe de restauration à Québec. Des gens vraiment expérimentés dans la restauration. Puis je leur ai dit, genre... Salut, moi je m'appelle Nate, je veux mon rêve c'est d'ouvrir des restos, puis j'aimerais ça venir travailler avec vous autres gratuitement parce que je veux apprendre de vous, puis genre je veux apprendre de vous autres. Puis là on est en quelle année, mettons 2021 genre? Pendant la pandémie, genre. Puis eux, ça fitait avec la pandémie, la restauration, ça a été tough. Ça a l'air que ça fitait. Ça fitait ça a l'air que ça fitait, fait que là j'ai... Là, ils ont accepté ton offre. Là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, moi, je fais pas de ressources humaines. Je transfère en finance parce que je me suis dit, avoir une business, c'est toujours bon de comprendre tes chiffres et tout ça. Fait que j'ai switché à l'Université Laval parce que c'était en présence. Je me suis dit, UQTR ou Université Laval, ça paraît mieux, Université Laval. Fait que là, j'ai switché. Fait que là, j'ai switché sur Université Laval parce que c'était à distance pareil que chez nous. Peu importe où tu vis, dans le fond. Ça donnait que je faisais ça. Puis là, j'ai déménagé à Québec. Fait que c'est au moment que j'ai déménagé à Québec que j'ai contacté le groupe. Puis j'ai commencé à travailler avec eux. Évidemment, c'était pas gratuitement finalement, comme que mais moi, je ils t'ont payé? Ouais, mais tu sais, je travaillais dans le resto comme. Il y a peut-être un petit conflit. Ouais, mais tu sais, je travaillais comme un employé normal. Oui, c'est ça. Puis moi, j'avais jamais travaillé dans des restaurants de ma vie avant. C'est ça l'affaire, c'est que je. Même pas comme étudiant. Zéro. C'est fou, ça. Ma marraine, elle avait un restaurant. Tu sais, j'ai dit personne dans ma famille proche avait été en affaires, mais ma marraine a déjà eu des restaurants. Puis j'avais déjà fait des chiffres un peu, mais je connaissais rien pantoute, là. Rien pantoute à la restauration. Fait que quand j'ai commencé à travailler là-dedans, c'était un comptoir fast-food que je travaillais.
je posais tellement de questions au gérant, là, j'étais tellement fatiguant, c'est sûr. Là, je posais toutes les questions pas possibles sur des niaiseries que genre le gérant va dire pourquoi tu me demandes ça, genre c'est encore. Mais moi je posais relax, fais juste faire ta ouais, job. Exact, fais juste genre. Mais ton rôle à ce moment-là, c'était-tu vraiment de travailler comme équipier ou il y avait l'ambition de comme être dans la gestion avec c'était comme c'était comme de se dire c'est comme si j'allais à l'école. Okay. C'était comme va là, travaille là un mois, genre apprends tout, puis après on verra genre qu'est-ce qui se passe. Okay. Ah, c'est cool comme dans l'objectif de commencer un peu de voir qu'est-ce qu'il y a sur le plancher pour. Ouais. Fait que là j'ai travaillé là un mois exactement à peu près, puis j'ai tout appris comment ça marchait, genre de A à Z un restaurant, un fast-food du moins là, pour un service encore. Puis tu t'y ripais, là, tu sais, vu que c'est la première expérience. Ouais, ben moi, j'adorais ça. Puis là, tu sais, des fois, la gérante était genre, ah là, faut couper. Genre, j'étais comme, je vais me dépuncher. Ouais, j'étais comme, je vais me dépuncher, mais je reste. Genre, tu fais ton close, genre, tu fais ton close. Genre, c'est tellement. Tu sais, c'est niaiseux, mais genre, je voulais tout voir, là, tu sais, ces affaires-là. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait qu'après un mois, j'avais comme pas mal compris comment ça marchait. Ah, c'est clair. Un comptoir fast-food, tu sais, à un moment donné, tu fais le tour. Fait que là, la prochaine étape après ça, c'était. On a eu le contrat du 737 à Québec. Dans le fond, l'avion près de l'aéroport. Exact. Ça l'a fermé, ça a fait faillite. Le site a fait faillite, en fait. Mais nous, on a eu l'occasion de devenir locataire du container principal qui servait l'avion en haut, dans le fond. Fait que là, c'était comme ma première expérience de gestion parce que je n'étais pas propriétaire, mais je gérais de A à Z le commerce. Je faisais les payes, je faisais les commandes, je faisais tout. Fait que là, c'est là que j'ai rentré mon partner Gab avec moi, que j'avais connu. On avait joué au hockey ensemble à Trois-Rivières. Puis, fait que là, je l'ai amené avec moi là-dedans. Fait que là, ça a été notre première expérience de gestion vraiment de A à Z. Fait que là, on a encore tout appris de comment gérer du personnel. Fait qu'il est venu gérer avec toi. Embaucher du monde, mettre du monde dehors, faire tout. Puis ça, si je ne me trompe pas, y avait-tu comme différents trucs alimentaires sur le site? Oui, il y avait plusieurs concessions, dans le fond. Nous, on était comme le plus gros parce que c'est nous qui... dans le fond, il y avait des sièges là, dans l'avion. Tout ça. Fait que c'est nous qui servait le restaurant principal qui était l'avion. Les autres, c'était juste des comptoirs, mettons, que les gens, quand il y avait des événements, pouvaient aller commander. Fait que nous, on avait les deux. On avait ça, puis on avait ça. Fait que bref, ça a été notre première expérience de gestion à faire ça. On a vraiment, vraiment beaucoup appris. Puis après ça, on a eu l'occasion d'embarquer avec le groupe de restaurants en tant qu'actionnaire. Dans le premier projet qu'on a fait, qui était au Petit Chalet. Ça, c'était vraiment un projet que vous avez parti de zéro. Ça existait à Blainville, dans le fond. Il y a un grand restaurant qui est à Blainville. Fait qu'on a acheté, dans le fond, le brand. Le brand, OK. Puis c'était un seul restaurant. Oui. Fait qu'ils ils nous ont vendu la marque de commerce, les recettes, etc. Eux, ils ont gardé leur restaurant indépendant à Blainville, ce qui est un peu weird, mais c'était... Ils sont comme considérés comme des franchisés, mettons? Ou... Non, ils ne payent pas... Non, ils ne suivent pas, dans le fond, le modèle du franchisseur. Mais ça a le même nom. Oui, c'est ça. OK, quand même. C'est genre un genre de droit acquis. Mais l'objectif, ça a toujours été de les transformer. Mais bref, là... Puis, je suis intéressée par la portion acquisition de l'entreprise, là, même si vous n'avez pas changé leur concept, finalement. Comment ça s'est fait? Vous êtes allé là, vous vous êtes dit, c'est vraiment cool comme concept, nous, on veut l'exploser. Dans le fond, le groupe que j'étais avec, eux, ils avaient déjà ça dans leur mire, puis il n'y avait pas nécessairement les gens pour le faire. Fait que le timing était bon. C'est comme nous, on allait être les dirigeants un peu. Genre d'intrapreneuriat. Ouais, exact. Fait que là, le deal était déjà comme avancé sur la table. Fait que là, nous, on a juste embarqué dans le fond dans le deal. On a mis il fallait mettre de l'argent. Fait qu'on a mis notre part on n'avait pas bien d'argent, nous autres. Là, fait qu'on a mis... ce que vous aviez, on a mis tout ce qu'on pouvait pour avoir le plus de parts possible. Fait qu'on a mis notre argent là. Puis on a ouvert 3 dans la ville de Québec en 8 mois, genre. Wow. Dont lui à côté, juste ici, c'est ça. Le premier. Après ça, il y a eu sur Avenue Maguire. Après ça, il y a eu Grande Allée. Fait que là, on a fait ça. On a bâti... Quand on a acheté ça, c'était tellement drôle parce que il n'y a pas eu grande vérification avant de l'acheter. Puis les recettes, c'était écrit comme... c'est un coin de table, genre napkin. Puis il manquait à peu près 75% des recettes. T'sais, il manquait plein d'affaires. Fait que finalement, il a fallu qu'on s'est pointé là-bas. Ouais, c'est ça, vous êtes fait comme formé, standardisé. On a standardisé de A à Z. Dans le fond, là, le chef était comme, je mets une poignée, genre, je mets
j'étais comme, OK, attends. Genre, je sors la balance. Genre, mais comment? Fait que, bref, on a tout monté le manuel d'opération de ça. Mais ça a été vraiment une bonne école de standardiser. Exactement. Puis on avait quand même le groupe avec qui on était qui avait l'expérience. Il y avait du mentorat là-dedans au travers de ça. On a vraiment beaucoup appris comment faire ça. Ah, c'est cool. Puis après ça, fast forward, on a ouvert Poulet Royal également, qui vous connaissez. Ouais. Puis c'est ça. Parce que ce brand-là, quand vous l'avez ouvert, ça non plus, c'est pas quelque chose que vous avez parti de zéro. C'est un acquisition. Non, là, ils l'ont pris. On l'a parti de zéro. OK. Ouais. Selon la partie de zéro, mais on a fait un peu la même chose. On a monté on l'avait fait pour Petit Chalet, fait qu'on a débuté à monter le modèle de franchise. Mais après ça, nous, on a décidé de quitter. Fait qu'on ne fait pas partie de. Nous, on a ouvert celui à Pyramide. Ça a vraiment bien fonctionné à Pyramide. Ça, c'était le premier. Le premier. Puis après ça, nous, on a quitté. Vous avez quitté. Puis. Est-ce que quand tu as quitté, c'était pour ouvrir Papa Sandwich ou c'était juste ça marchait? Dans le fond, c'est juste que j'avais comme j'avais beaucoup de vision, puis je pense que je savais où je m'en allais, puis comment je voulais faire les choses. Puis quand tu es associé avec un grand groupe, ben vous autres aussi, vous êtes un grand groupe. Il y a une grosse structure, puis tout ça. Puis il y avait beaucoup de partenaires dans chaque projet qu'on faisait. Il y avait beaucoup de monde. Fait que ça faisait que c'était on prend des décisions. Ça ralentit un peu le processus. Puis en même temps, on ne pouvait pas avoir autant de parts qu'on voulait dans des projets pour ce qu'on sentait qu'on apportait. Fait que on avait juste simplement pris la décision que, comme, regarde, on a le goût de faire nos propres affaires. Fait qu'on va gentiment quitter. Puis là, ton partenaire Gab, il t'a suivi dans tout ça. Là. Vous êtes restés ensemble. Moi et Gab, on est comme ça. Là. Fait que c'est ça. Mais, parce que là, il y a une grosse portion qu'on n'a pas abordée, là, les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu en faisais déjà à ce moment-là? Parce que tu es rendu à combien d'abonnés, toutes plateformes confondues? 150 000 sur TikTok puis 70 000 sur Insta. Fait que 220. C'est fou, là. Tu as commencé en moins de 2 ans, au fond. Ouais. Wow, nice. Félicitations. Puis est-ce que c'est qu'est-ce qui m'amène à Papa Sandwich? Est-ce que c'est ce succès-là qui t'a poussé à ouvrir Papa Sandwich? Comment ça s'est fait? Dans le fond, la création de contenu, comment ça a commencé, c'est pendant que j'avais les... Tu sais, j'étais déjà en affaires avant d'avoir mes réseaux. Une plateforme. Oui, exact. Fait que le monde souvent pense c'est un créateur de contenu, puis il fait juste mettre son nom sur des brands, pas en tout. Genre, les brands les compagnies, les 2 dernières compagnies qu'on a lancées, Papa Sandwich puis Hottie, on les a partis de zéro. Là, c'est ça. C'est qu'est-ce qui vient à la nous, poule ou l'œuf en premier. Fait que je suis pas... D'abord, avant tout, je suis pas un créateur de contenu, je suis un entrepreneur, mais j'ai fini par faire des vidéos de bouffe. J'avais commencé pendant que j'avais les restaurants, j'avais toujours eu le goût de faire des vidéos de bouffe, puis je voyais ça, les go steaks. Clairement, tu avais toujours aimé ça. J'aimais la bouffe, puis j'avais le goût de faire des vidéos de bouffe. Puis j'ai commencé par faire une vidéo d'un sandwich. Ça avait fait 10-20 000 vues quand même. Pour un premier vidéo? Pour un premier vidéo, j'étais vraiment content. Ouais. Puis là, je regarde la vidéo aujourd'hui, puis c'est vraiment vrai. Comme toute chose, il faut commencer quelque chose. Mais tout le monde m'envoie, c'est donc bien fait. Puis j'étais comme, OK, c'est cool. Tu sais, genre, j'étais content. Mon deuxième vidéo que j'ai faite, c'est encore une vidéo de sandwich, mais celui-là, il a complètement explosé. J'ai fait 2 millions de vues. Wow. Fait que dès mon deuxième vidéo, ça l'a tellement blow up que j'ai fait comme, OK, genre. Il y a quoi à faire avec ça. Il y a vraiment de quoi. Fait que là, mais en même temps, j'avais les business, fait que je postais une fois par 2 semaines. Genre, les vidéos, ils performaient bien. Puis à un moment donné, tranquillement, ça grossissait. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Anto Tran puis sa blonde qui ont été comme mes gérants pendant un petit moment. Ah ouais, OK. Puis eux autres, ils m'ont dit, parce que dans ce temps-là, je parlais pas dans mes vidéos, je faisais juste genre... fait qu'ils m'ont dit, tu sais, il faut que tu mettes ta personnalité de l'avant. Puis tout ça. Fait que là, j'ai commencé vraiment à parler dans mes vidéos. Puis là, ça allait encore plus. Je faisais un peu moins de vues, mais... Mais c'était québécois. Parce que je faisais des vues aux États-unis. C'est ça, exactement. Ça à rien. Fait que là, finalement, j'ai commencé à parler en français. C'est grâce à eux. Ouais. Puis, ça, c'est une niche qu'on a au Québec qui est absolument folle. Tu parles québécois, fait que tu le sais que tes vues canadiennes sont au Québec. Là. Exact. Fait que les brands aiment ça, tu sais, quand c'est full visé comme ça. Fait que là, ça a continué. Fait que là, à un moment donné, ça a été une des décisions pourquoi j'ai décidé de quitter ce que j'avais, parce que je me disais, OK, la plateforme que j'ai, quand on a fait Poulet Royal, j'ai fait une vidéo de moi dans mon char qui mangeait le poulet. J'ai fait une vidéo de moi qui mangeait dans mon char avec mon micro. Puis c'est devenu complètement viral. Puis ça faisait la file à la pyramide pendant 1 mois et demi non-stop à cause de ça. C'est fou, ça. Quand on a vu ça, au début, j'étais comme ça se peut pas que ça soit ça. Ça juste mais là, on demandait au monde, tu l'as entendu? On a vu sur TikTok, on a vu sur TikTok. Fait que, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris, OK, genre, la plateforme que j'ai, ça peut vraiment comme être puissant. Fait que ça a été une des décisions de pourquoi j'ai décidé de partir pour faire mes propres affaires. Mais ta sécurité, si on peut dire d'une certaine manière, comme
C'était pas une grande sécurité Mais parce que... t'avais-tu des revenus? À ce moment-là, pas beaucoup. De ta création de contenu? À ce moment-là, pas beaucoup. Aujourd'hui, je pourrais, mais à ce moment-là, j'avais presque pas de contrat. Là, fait que c'était pas genre, je drop ça. Puis, non, t'as déjà quelque chose. Non, vraiment pas. Quand on a droppé ça, on a droppé notre salaire puis on n'avait plus rien. Là, on a vendu, dans le fond, on a vendu nos parts dans certains restaurants. Fait qu'on a fait un montant qu'on a pu vivre dessus. Mais c'était vraiment se lancer dans le vide, dans le sens qu'on avait full une sécurité. Puis là, on a décidé, regarde, on saute dans le vide, genre, puis on fait nos propres affaires. Ah, c'est clair. Fait que je peux comprendre que ta mère, ça l'a insécurisé. Oui, ma mère, non, c'est sûr. Puis là, Papa Sandwich, comment c'est venu dans le carton? Fait que dans le fond, le projet principal, c'était Hottie. Fait que c'est le mien. Fait que ça, c'était le projet principal. Parce que techniquement, c'est sorti après Papa Sandwich? Oui, ça a été vraiment... Il y a plus de développement. Oui, ça a été vraiment plus compliqué que je pensais. Fait que Hottie, c'était notre projet principal. On avait déjà commencé à le travailler pendant qu'on était encore... On avait déjà notre plan en tête un peu. Puis c'était ça le projet principal. C'était ça. Puis là, après ça, je me disais... Fait que vous ne vouliez plus nécessairement faire de la restauration, justement. Vous vouliez directement aller dans le commerce de détail. C'est tellement tough faire de l'argent en restauration. Genre, nous autres, on va être riches à la place, on va lancer un projet en épicerie. Mais les marges. Non, c'est ça. C'est vous savez. Vous avez fait des pizzas en épicerie. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça se vendait bien. Puis tout ça, mais nous, on s'est dit à m'amener, OK, on chiffre à quoi la réussite? On se dit, même si on va chercher X montant par année, on veut-tu associer notre nom à... Ben, tu sais, nous, c'est différent de toi, là. C'est qu'on vend de la pizza fraîche, comme ça, on va vendre de la pizza qu'on a. Exact. Toi, tu vends le même produit. Tu sais, c'est ça, versus toi, c'est peu importe ton miel épicé, même chose. Non, c'est ça. C'est un peu la même chose pour les sauces qu'on vend en épicerie. C'est les mêmes qu'on va utiliser en restaurant. C'est ça. Le produit est pareil, tandis que nous, on allait dénigrer un peu de la même qualité. C'est ça. Mais là, OK, fait que puis là, c'est ça, le commerce de détail, c'est épouvantable en épicerie. Fait que c'était ça notre plan initial, c'était ça. Puis là, après ça, j'ai dit à Gab, ça serait hot de faire une ghost kitchen de sandwich. Ah ouais? Ouais, une ghost kitchen. Fait que pas de... Moi, j'ai été pas traumatisé, là, mais genre les frais fixes de la restauration, puis tout ça, puis les loyers, puis les nanana. J'étais comme, ça coûte trop cher, c'est impossible de faire de l'argent. Genre, c'était ça, je me disais. Fait que là, je disais, peut-être une ghost kitchen, ça serait nice. Là, on commence à regarder des locales. À Québec, il y en a-tu des ghost kitchen? Il y en a, mais c'est souvent des restaurants qui vont faire un menu. Oui. Tu sais, mais ils ont déjà une cuisine, mais ils ont de la misère à faire des ventes, fait qu'ils vont se rajouter un autre concept behind the doors. Mais de juste ghost kitchen, je ne sais pas. C'est ça, parce qu'à Montréal et à Toronto, il y en a une couple. Tu sais, même des grosses chaînes qui se partent un tout nouveau concept dans des ghost kitchen. Mais Ville de Québec, j'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Je sais pas si c'est une bonne affaire ou pas qu'il y en ait, dans le fond, parce que c'est tough, mais avec les marges que les plateformes se prennent aujourd'hui, puis ça, c'est quand même difficile. Mais fait que nous autres, c'était ça notre idée, on va faire une petite ghost kitchen. Fait qu'on a cherché le local. Là, on a trouvé le local sur Quartier, qui est un tout petit local. Actuel, exact. Puis là, on s'est dit, tu sais quoi, on va faire 75% de notre chiffre d'affaires en ligne là, sur les plateformes. On va vraiment pousser ça. Puis on va faire une coupe de passants ici et là. On a déjà la caisse. On a acheté le fonds de commerce pas cher. Puis on avait les équipements. Puis on avait une caisse. Regarde, on va garder la caisse ouverte. Là, genre, on va prendre les passants. Ça va être l'extra. Exact. Ça va être un petit bonus. Finalement, c'est le contraire. 75% de notre chiffre d'affaires étant en personne, 25% sur nos plateformes. Mais c'est parce que tu en parlais déjà sur les réseaux sociaux. Fait que clairement, ça a créé un engouement. Oui, c'est parce que je faisais des sandwichs. De base, c'est ça mon créneau, c'était les sandwichs. Fait que quand j'ai annoncé que je faisais un restaurant de sandwich, parce que plein de monde qui le demande, mais ça, le monde, il le demande tout le temps. Surtout que tu fais de la bouffe à quelque part. Pourquoi tu n'ouvres pas ton resto? C'est pas si facile que ça. Mais là, moi, j'avais déjà de l'expérience en restauration. On avait full appris. Fait qu'on est capable de le faire, mais en ghost kitchen. Puis là, finalement, ça avait tourné en / petite caisse en avant. Il y avait 3 employés à l'ouverture. Anto, qui est notre partner, moi, Gab, puis un autre gars, Jacob, qui est encore avec nous autres aujourd'hui. Vous êtes fait arracher dès le début? Puis, dès le début, dans le fond, on s'est fait arracher complètement. Fait qu'il a fallu qu'on embauche rapidement. Parce que dès les premiers jours, ça faisait la file. Parce que quand je l'ai annoncé, genre, le monde, on a passé à la radio. Oui, c'est ça. Mais as-tu une stratégie, mettons, de lancement comme d'une ouverture? Parce que, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Vous n'avez parlé un peu d'avance, j'imagine. Puis dans le fond, la première journée, on a fait un Friends and Family. On a fait un groupe Facebook, on a invité le monde, puis on leur disait, si tu fais une story, je te mets 50%. Là, ça a fait comme un boom dans notre cercle quand même rapproché. Puis après ça, ça a juste déboulé comme ça. On a fait le classique, on a invité des influenceurs un peu pour l'essayer. Puis ça a créé le phénomène sur TikTok que ça l'a fait. Le monde venait faire des reviews. Ça faisait des reviews.
Puis là, ça fait que ça en fait encore à 3 semaines. Là, j'en vois un passer. Là, je suis comme, fait que c'était ça notre stratégie de lancement. T'as pas une grosse stratégie. Là, c'était on invite nos amis, puis après ça, faites des stories, guys, aidez-nous. Puis après ça, à partir du 2e jour, Primo s'est pointé. OK. Olivier Primo s'est pointé. On était sold out. Fait qu'on n'a pas pu servir Primo le 2e jour. Fait que là, j'étais sold out le 2e jour. Ouais, ben dans le fond, comme que on était obligé de fermer l'après-midi, dans le fond, parce qu'on vendait tout le midi. Puis on n'avait pas du stockage pour stocker plus. Mais parce que ça, 500 pieds carrés, pour ceux qui pas de chambre réalisent pas, là, c'est tout petit. C'est des restaurants service rapide. D'habitude, je sais pas dans la chaîne où est-ce que tu étais, mais c'est minimum 1500 pieds carrés environ. Oui, exact. Puis on n'a pas de chambre froide, on n'a pas de rien. C'est ça, fait que t'es obligé de te faire livrer plein de fois dans la semaine. On stockait des frigos en dessous, puis là, quand tu fais de l'après, ben là, faut que tu mettes ça dans des bacs. Ça prend de la place. Fait que après le service du midi, on avait tout vendu. On fermait de 2 à 4h30. On réouvrait pour le soir. Comme un restaurant high-end. C'était pas ça, c'était juste comme on pouvait pas. Un sandwich. Exact, un sandwich. Là. Puis, mais Primo s'est pointé pendant qu'on était fermé, puis il n'y avait plus rien pour de vrai. C'est pas comme si on avait pu faire de quoi sur le site pour le servir. Manque un élément. Puis moi, j'étais pas là, puis là, c'est mon Anthony qui était là qui m'a dit « Hey, je viens de revirer Primo. » Genre, tu me niaises. Puis je te jure, il dit « J'aime mieux il m'a dit qu'elle allait revenir, là, j'aime mieux servir tu sais, un vrai, qu'est-ce qu'on sert. » C'est quand même une dure décision, là, mais. J'étais comme, OK. Moi, j'étais plus ou moins d'accord à ce moment-là, mais j'étais comme, regarde, je te fais confiance. Puis là, moi, j'ai écrit à Primo, mais on s'était jamais parlé avant. J'ai écrit à Primo, je dis, hey, il paraît que t'es passé, puis genre, on n'était pas ouvert. En tout cas, genre, tu en reviens, là, tu sais. Puis finalement, il est revenu, là, 2 semaines à peu près. Puis c'est ça. Il s'est passé quelques mois entre les deux. Ouais, vraiment. Mais tu sais, anyway, pas qu'on avait oublié, mais ça allait tellement bien qu'on était comme, tu sais, c'était moins grave, là, tu sais. Mais on était super contents qu'ils viennent, vraiment. Puis il a donné 9.8 sur le sandwich qui a notre miel épicé Hottie dedans en plus. C'est Hot Honey Baby, c'est poulet croustillant, burrata, miel épicé, du pesto. C'est-tu votre plus gros vendeur? Oui, de loin, vraiment. Okay. Ah ouais. De loin, ouais. Fait que on était bien contents quand il est clair. repassé. Non, mais Salut Bonjour, c'était en live, fait que c'est pour ça que c'est... Ah, ouais. Fait que quand j'ai fait Salut Bonjour pour la première fois, j'ai pas dormi, là, j'étais genre tellement stressé, je m'étais préparé la veille comme si c'était un exposé oral à l'école, là, j'étais là dans ma cuisine, genre... Bon, j'imaginais, je faisais semblant que Richard était là, Richard l'animateur, puis Hugo Langlois, je savais que c'était allait être eux avec moi dans la capsule. Je faisais semblant qu'il était là, ma blonde était là, puis elle était Richard. Genre, j'étais comme, bon, là, fais comme si c'était Richard. Pose-moi des questions par rapport là, qui pourrait me poser. Mais c'est une bonne chose. Comment c'est arrivé, cette opportunité-là d'avoir ta chronique? Ouais. Dans le fond, toutes les opportunités que j'ai eues dans ma vie, c'est toujours moi qui est allé chercher. Okay. Jamais, tu sais, dans la vie, je pense que le monde, en général, ils attendent que ça arrive. Ils attendent ou ils s'appuient sur leur sort. Pourquoi lui? Mais genre, il n'y a personne dans la vie qui va venir te donner de quoi. Fait que moi, j'avais, tu sais, mettons, la première fois que j'ai fait de la restauration, j'avais approché un groupe. Quand j'ai lancé Hottie en épicerie, j'ai approché un gars en alimentaire, Sébastien Fizette, qui est Boba puis Cookie Block, tout ça. Il s'est associé avec nous dans ce projet-là. Okay. Fait que puis là, ça nous a permis de rentrer chez IGA. Puis connaître la game rapidement. Exact. C'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Là. Fait que tout développer de A à Z un produit alimentaire pour que ça soit selon les normes des grandes chaînes. Après ça, avoir un meeting avec Sobase. Ouais, c'est ça. C'est presque impossible d'avoir un meeting avec T'appelles pas Sobase. au front desk pour... Non. Là, on a eu un meeting avec Sobase. À cause de ça, on a pitché notre produit. Ils l'ont rentré dans toutes les IGA. Fait que à toutes les fois que je fais des affaires, c'est tout le temps, je vais tout le temps chercher. Tu le démarches. Hein. Ouais. Fait que même affaire puis Salut Bonjour, j'étais comme, hey, ça serait hot, hein, faire Salut. Genre, j'aimerais ça être à Salut Bonjour. Puis mon angle, c'était, je me disais, ça pourrait être cool d'avoir quelqu'un qui fait le côté plus trendy réseaux sociaux. Fait que mon affaire, c'était comment je les ai approchés. J'ai écrit à tout le monde qui était à Salut Bonjour Pompier. J'ai DM Richard Turcotte, Ève-Marie Lortie. J'ai DM le monde qui faisait les chroniques des réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est un peu plus spécialisé dans les réseaux sociaux. Fait que Hugo Langlois, je l'avais DM, puis je sais pas qui m'a connecté avec la patronne qui est Kim Larouche. C'est un d'eux autres, je sais pas c'est qui. Fait que j'ai réussi à parler avec Kim, puis elle m'a dit, go, on fait un test, genre, ils nous montrent une date comme ça. Okay. Fait que des fois, ils font des screen tests qui appellent que tu vas hors onde, puis tu fais comme si tu faisais pour voir comment tu te démarques. Moi, c'était pas ça, c'était ah ouais, en ondes. En ondes. Ouais. Mais en même temps, eux autres, ils devaient se dire, ils parlent souvent devant les caméras. Ouais, tout ça, c'est vraiment pas pareil faire du live à télé que de faire une vidéo que je fais 50 takes avec ma caméra. Genre. Ben aussi, t'es chez vous. C'est ça. Si tu l'as pas du premier coup, il y a comme pas de pression. Exact. Fait que, mais bref, c'est moi qui ai contacté Salut Bonjour en leur disant, hey, ça pourrait être cool.
Puis effectivement, ils ont accepté de me donner une chance. Puis ça a vraiment bien été. Fait que là, à partir de l'automne, je suis retourné une couple de fois depuis ce temps-là, mais à partir de l'automne, je suis sur l'équipe régulière. Là. Et c'est quoi la fréquence? C'est aux 2 semaines. Ouais. OK, cool. Fait qu'à toutes les 2 semaines. Félicitations, c'est vraiment nice. Fait que ça, c'était comme un rêve de faire de la télé. Puis j'avais dit à mes parents, à mon âge, je vais essayer d'aller sur le bonjour. T'es comme, OK, essaye tout. Finalement, ça. Tu sais, je pense que le monde, des fois, on peur de. Ouais. C'est comme ça a l'air tellement. Loin que le monde. Mais on sent. Aujourd'hui, là, avec LinkedIn, avec Instagram, avec tu peux connecter DM tout le monde. N'importe qui dans le monde. Puis peut-être qu'il te répondra pas, peut-être qu'il va te dire non, mais on s'en foutu. Genre. Fait que moi, c'est un peu ça ma philosophie. Des fois, je DM du monde par rapport, vraiment, genre out of reach. Puis finalement, des fois, ils répondent, des fois, ils répondent pas. Puis ça apporte des opportunités. Ah mon Dieu, c'est vraiment nice. Mais Papa Sandwich, ouais. Ça vient d'où, non? Au début, c'était supposé s'appeler Sandwich Kings. Puis là, avec la nouvelle loi sur l'affichage des restaurants, on était comme, bon, il va falloir qu'on écrive Sandwich sur notre enseigne 2 fois plus gros que le King. Ça va être vraiment bizarre. Fait que là, on a dit, on va switcher pour un nom français. Puis, ça a donné que... Parce que toi, t'es anglophone, à la base. Ben, je parle plus en français qu'en anglais, mais je parle anglais aussi. Mais... fait que là, on voulait un nom français. Fait qu'après ça, on brainstormait. Puis papa, c'était comme, je sais pas, ça fait genre, premièrement, ça fait rassurant. Oui. Ça fait genre familial. Parce qu'on voulait pas avoir l'air snob. Je voulais pas que ça ait l'air comme d'une place qui coûte cher puis que c'est comme inaccessible. Fait qu'on voulait que le monde se sente genre en confiance. Fait que c'est un peu ça il n'y a pas un grand meaning derrière ça. C'est pas nommé après le papa de quelqu'un. C'est juste un nom qu'on trouvait accrocheur. Est-ce que t'es père toi-même? Non. Pas encore. J'ai 26 ans, mais il y en a qui sont pères. C'est bien trop tôt, 26. Mais moi, j'étais... Lui a genre eu laissé quoi, la première à 20 ans? Ah, 22? Okay. Mais non, on n'est pas prêt. Moi et ma blonde, on n'est pas prêt. Non, en voulez-vous? C'est quelque chose qui on en veut, mais pas... c'est pas dans les plans court terme. En ce moment, on travaille tellement... Ta blonde travaille avec toi? Non, elle est comptable. OK. Oh mon Dieu. Tu t'es trouvé quelqu'un elle aussi, qui a les mêmes intérêts. Elle aussi, elle capote sur le risque. Oh mon Dieu, tu t'enlèves des années de vie, d'espérance de vie à ton entourage. Tu sais, là, ils voient que ça marche. Oui, c'est ça. Oui. Ils comprennent, ils viennent, ils ont plus confiance en eux. Maintenant, ma blonde est comptable chez Deloitte. Okay. Elle travaille quand même beaucoup aussi. OK. Puis nous autres, vous savez c'est quoi. Là, quand on travaille, on a 2 entreprises en plus, fait qu'on travaille tout le temps. Est-ce que ça l'intéresserait peut-être un jour de venir travailler ensemble? Oui, travailler avec moi, oui, mais elle n'est pas entrepreneur, par contre. Fait que elle serait... Elle pourrait travailler comme comptable. Oui, absolument. Ça, elle aimerait ça. Puis moi aussi, j'aimerais ça éventuellement. Ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est hot. Puis, en revenant à Papa Sandwich, la segmentation du menu, c'est quoi votre... tu dis, on veut s'adresser un peu à monsieur, madame, tout le monde. On veut pas que le monde pense que c'est vraiment cher chez nous, tout ça. Vous avez quand même des sandwichs hyper gourmets. Est-ce que c'est tous des sandwichs de luxe? Comment vous l'avez fait? Dans le fond, quand on a bâti le menu, pour les prix, en tout cas, on s'est basé... On a monté... En fait, Papa Sandwich, on a monté le concept en 1 mois et demi. Fait on a eu le local, puis on a fait de A à Z en 1 mois et demi parce qu'on n'avait pas... Je voulais pas travailler là-dessus pour rien. Comme je te disais, c'était hotty là, dans notre tête. Ouais. C'était comme... Fait que votre énergie allait... On the side, C'était on the side. Fait qu'on a bâti en 1 mois et demi le concept de A à Z, le restaurant, tout ça. On n'a pas fait énormément de rénovation, fait que c'était pas compliqué. Mais on a bâti le concept... Il y avait quoi dans ce local-là avant? Le Pita grec Zeus. OK. Fait que la personne, il nous avait dit son chiffre d'affaires. Je ne vais pas le dire publiquement, mais puis c'était pas beaucoup. C'était comme... fait que le local en tant que tel, c'était pas... il est super bien situé, mais c'était pas une mine d'or dans le sens de genre, c'était un no-brainer. Le gars, il l'a affiché sur Marketplace, puis n'importe qui aurait pu le prendre. Ça a juste à donner que ça a été nous qui l'a pris. Mais bref, le menu, on a monté ça genre en 1 mois, on a fait des tests. On s'est basé sur Subway pour les prix. Pour les francs, là. Moi, j'ai regardé les prix de Subway. Puis j'étais tu te compares on n'avait pas le temps de faire une analyse de cost. Non, c'était comme, Subway, ils vendent ça combien? Eux autres, un sandwich au steak. OK, à peu près ça qu'on va se mettre. Fait qu'on n'est pas plus cher que Subway en ce moment. On est pas mal le même prix. Fait que ça nous permet que les gens viennent chez nous puis ont un comparatif direct avec quelque chose qui... Tout le monde a mangé du Subway dans sa vie. Depuis que t'es jeune, tout le monde a sa commande au Subway. Là. Fait que tout le monde a comme une référence dans leur tête quand ils viennent chez Papa Sandwich. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que
on bénéficie un peu de la notoriété de Subway puis des mémoires des gens parce que les gens le comparent puis ils se disent OK, fait que là, je paye n'importe quoi, je paye 18$ un 12 pouces au Subway, je paye 18$ ici, mais le gars, il cuit ma viande sur la plaque, il a le slicer à côté, il fait mariner le poulet, je vois tu sais, genre, le gars, il y a de la burrata, il y a de la prosciutto, genre, fait que là, le monde sont comme OK, ben, genre, ça va pas. Tu sais, c'est vraiment hot, fait que. Parce que souvent, en tout cas, de mon impression, c'est qu'on va, oui, se baser sur le marché, la compétition et tout, mais tu veux aussi te baser sur le prix de tes aliments, puis tu veux avoir des bons aliments. Est-ce que ça a été complexe pour vous, mettons, de trouver des fournisseurs? Ben, on avait déjà, vu qu'on avait travaillé en restauration. Fait qu'on connaissait déjà tout le monde, on les a rencontrés, puis les gens, drôlement, nous prenaient au sérieux pareil. Oui, je sais pas pourquoi, là. Mais, tu sais, les fournisseurs ont embarqué à fond. Ils connaissaient un peu aussi votre éthique de travail, là. Ils savaient où vous étiez allé à l'école professionnellement. Oui, mais tu sais, on n'avait pas. On avait zéro volume. On a restarté un nouveau groupe dans le sens qu'on n'était pas. J'avais pas un pouvoir d'achat de 100 millions de dire hey, fais-moi des prix. Là. Puis finalement, ils nous ont. Ton cas, c'est-tu plus élevé qu'à, mettons, ce à quoi tu as été habitué dans un groupe déjà établi, mettons? C'est sûr. Non, parce que les cas, c'était haut aussi, mais ils sont plus hauts qu'est-ce qu'ils devraient être. Ils sont à peu près 10% plus hauts qu'est-ce qu'ils devraient être. En tout cas, quand vous allez avoir le volume. Exact. Puis là, on travaille là-dessus tranquillement. On ajuste les prix selon les sandwichs. C'est pas tous les sandwichs là, qui ont le même cost. Fait qu'on ajuste ça. On n'est pas pressé. On prend notre temps. Puis qu'est-ce qui est le fun en ce moment, c'est qu'on a l'attitude de faire ça parce que notre local nous coûte presque rien. Puis on n'a pas de dette. On a emprunté zéro pour faire le restaurant. Fait à partir de la première semaine, on s'était déjà remboursé, dans le fond, l'argent qu'on avait mis. Puis c'est juste du profit depuis ce temps-là. Même si notre food cost est trop haut en ce moment. Tu l'absorbes, tu n'as pas de paiement à la dette. J'ai aucun frais fixe pratiquement. Mais c'est comme ça que ça avait été réfléchi. Ben, ça n'avait pas été réfléchi dans le fond. C'était comme. Ça a donné de même. Ouais, c'est juste, on s'est dit, on va faire les meilleurs sandwichs qu'on peut, peu importe combien ça nous coûte. On fait juste le meilleur sandwich qu'on peut, puis on arrangera ça. Ta blonde contente, elle devrait vraiment triper. On s'arrangera avec ça, rendu là. C'est bon. Mais là, le cost staff est super bon. Ouais. Mais si vous voulez, est-ce que vous avez des projets d'expansion pour le moment? C'est quoi l'avenir de Papa Sandwich? Dans le fond, en ce moment, on regarde nous-mêmes pour en ouvrir d'autres dans la ville de Québec, corporativement. Mais on a énormément de demandes de franchise. Vraiment beaucoup. Avec Mamie, vous l'avez vécu. Quand il y a un buzz sur les réseaux sociaux, puis le monde. Puis c'est ça qui est vraiment le fun avec les réseaux sociaux, c'est que le monde y voit l'intérêt que les clients ont. Fait que ça donne le goût d'en partir. Mais Mamie, vous avez eu plein de demandes de franchise aussitôt que vous l'avez annoncé. On n'a pas eu autant que vous, évidemment, mais on a beaucoup de monde qui nous contacte. Puis là, c'est de filtrer le monde qui sont sérieux puis le monde qui ne sont pas. Là. Fait que la franchise, ça vous intéresse quand même. Oui. Fait que ça peut venir quand même vite, le processus de franchisation. Oui, parce qu'on est déjà en train de monter, on l'a déjà fait avant, on est déjà en train de monter le modèle. Standardisé. Mais là, on travaille, je ne veux pas vendre de franchise avant d'avoir régler mon problème de food cost parce que je sais que ça ne sera pas comme ça dans les maisons succursales, dans le sens que j'aurai pas un local qui coûte presque rien, qui n'a pas de dette. La réalité d'un restaurant, c'est que tu empruntes, tu fais un PPE, puis ça coûte. C'est ça, puis le franchisé, il y a un paiement à la dette, lui. Il y a un paiement de dette, puis il y a des royautés à payer. Faut que la profitabilité. Faut que je fasse minimum. Faut que moi, je sois capable de prouver que je suis capable de faire du 20-25 pour que lui puisse faire du 10. Oui, clairement. Puis si c'était à refaire, mettons que tu réouvres demain matin, est-ce que tu te prends un local plus grand qui est à ajuster? Je ne changerais absolument rien parce que là, maintenant, on sait que le succès est là, peut-être, mais il y a tellement d'incertitudes quand tu pars un concept, surtout un restaurant que genre, c'est pas parce que j'ai une plateforme que le monde va venir. Il y en a plein du monde qui ont des abonnés, qui ont essayé de faire des compagnies, puis ça n'a pas marché. Fait que on referait la même affaire. Puis on s'adapte à chaque jour, on trouve des solutions, comme la solution de louer un deuxième emplacement. On a doublé notre loyer, dans le fond, juste pour pouvoir stocker des affaires. Mais encore là. C'est pas tout de suite à côté, là. C'est comme, mettons, 30 secondes de marche, là. Faut que tu traverses la lumière. Fait que là, on a un chariot. OK, c'est l'autre bord de la rue. Ouais. C'est excellent. J'espère que vous avez brandé votre chariot. Question de vous. Même pas. Non? Là, on est comme. Je vous lance l'idée. Peut-être, mais on est en mode. Tu te promènes avec une petite voiturette de Papa Sandwich. Ouais, on est en mode solution live. Fait que non, je ne changerais absolument rien de comment on l'a fait. C'est vraiment cool. C'est hot. Puis là, Hottie. Oui. Qui était le projet principal. Le projet principal. Vient de voir le jour, pratiquement. Oui, ça fait combien de temps? 3-4 semaines, on l'a lancé chez IGA. Puis vous êtes Plano. Provincial chez IGA? Dans le fond, oui. Dans tous les IGA. Tous les IGA du Québec. OK.
supposé. Des fois, les gérants, les caisses traînent dans le backstore. Puis le monde, il m'écrit, à Gatineau, il l'a pas. Genre, il va voir le gérant. Mais oui, dans le fond, ça, c'était le projet principal parce que je voyais le gros succès aux États-Unis du Hot Honey, là, du miel épicé, surtout dans les pizzerias. Oui. Il y en a beaucoup dans les pizzerias, justement. Là. Aux États-Unis, je pense que toutes les pizzerias ont du Hot Honey. C'est ça, on a fait plusieurs tests à l'interne, puis on dirait que le monde a. Je sais pas, on dirait que c'est moins dans les habitudes. Vraiment. Avec le pepperoni épicé. Tu mets le pepperoni de New York. Là. Copé. C'est excellent. Mais c'est pas encore dans les habitudes de consommation du monde. Fait que c'était un peu ça, notre thinking. C'était genre, bon, aux États-Unis, ça marche full. Normalement, quand il y a de quoi qui marche aux États-Unis, ça prend à peu près 5 ans avant que ça marche ici parce qu'on est tout en retard sur le monde. On se disait, la grosse compagnie aux States, ça fait déjà 3-4 ans que ça va bien. Vraiment bien, d'ailleurs. C'est comme le condiment en plus grosse... en plus forte croissance dans l'industrie. Fait que là, on était comme, le timing est comme parfait. Moi, j'ai la plateforme en même temps. C'était aussi ça. Moi, j'ai la plateforme pour démontrer le produit. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont essayé d'en vendre C'était pas des entreprises du Québec, c'était des entreprises, mettons, Alberta, Ontario, tout ça. Ils ont déjà essayé d'en lancer dans les épiceries. Ça n'a pas du tout fonctionné parce qu'il y avait $0 d'investissement en marketing, il n'y avait pas de démonstration. C'est un produit, il faut que les gens goûtent, qu'ils voient... Premièrement, les gens, ils sont comme, bon, c'est quoi du miel épicé? Fait que après ça, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est quoi je fais avec ça? C'est ça, puis tu le démocratises tellement bien dans tes vidéos, je trouve. Fait que c'est de montrer, ça a besoin d'être démontré, ça a besoin d'être goûté. Puis après ça, une fois que le monde y goûte, à date, nous, de notre expérience, c'est que tout le monde qui y goûte sont comme, ils m'écrivent après, ils sont genre, j'en mets partout. C'est comme leur nouveau condiment coup de cœur. T'en vends-tu dans ton resto? Oui, on en vend à peu près une caisse par semaine. Une caisse par jour, quasiment. Ah ouais, OK, mon Dieu. Une dizaine d'unités, tu sais, on les met en avant de la caisse. Puis on en vend. Parce qu'il y a une bonne partie de vos sandwichs qui en vendent. Oui, exactement. On a des formats restauration pour les chaînes comme Salvatore, d'ailleurs. Mais non, mais pour vrai, on a un format 4 dans le fond. Avez-vous commencé? On commence tranquillement. Là. Okay. Fait qu'on a un gros format qui revient à peu près au même prix. Pour les gens qui achètent sur les restaurateurs, ça revient à peu près au même prix que d'acheter du miel régulier parce qu'on le vend tellement en gros format. Que ça vaut la peine. Ça dans une pipette. Puis ça vous tente. Mais on est vraiment... on a fait des tests de ça il y a comme un mois ou deux. Là, on est vraiment là-dedans. J'étais venu porter des samples au bureau. OK. C'est probablement ça. Mais ça fait longtemps là, quand même. Là. Mais je sais qu'on a refait des tests il n'y a pas si longtemps, mais c'était beaucoup par rapport au pepperoni. Épicé à saveur de miel. Il y a de quoi là-dedans, là. Mais fait que c'était ça notre thinking, ça marche full là-bas. Ça sent le timing, on sent le PFK on fait un item avec Mike's Hot Honey, qui est la grosse compagnie aux États-Unis. Subway font des items avec du miel épicé. McDo on fait un mec croustillant avec du miel épicé. Nous, on fait une collaboration avec Shaker dans le prochain mois, qui vont avoir, dans tous les Shakers, il va y avoir des items de menu avec ça. On commence à travailler avec Fromagerie Victoria. Fait que là, tranquillement, le monde va commencer à apprendre c'est quoi. On va avoir un peu partout. Moi, je fais des vidéos en le montrant comment l'utiliser. Je l'amène du Salut Bonjour quand je peux. Tu sais, fait que c'est vraiment dur d'éduquer un marché, mais c'est sûr que notre but en ce moment, c'est d'éduquer le marché sur l'utilité de ça. Puis moi, je serais vraiment content. Le monde sont comme, il va peut-être du monde qui va en sortir d'autres. Tant mieux s'il y a d'autres monde qui en sortent d'autres parce que le plus qu'il y en a sur l'étagère, le plus que genre le monde commence à en prendre. Une microbrasserie, il y a quelques années, quand ça s'est mis à ouvrir. Fait que moi, là, je serais content que n'importe qui en sorte un. François Lambert en a sorti un récemment. Je suis bien content. Le plus qu'il y en a. Ça fait plus de monde qui exactement. Moi, je souhaite que toutes les chaînes de restaurants en mettent, même si c'est pas le mien, mettez-en sur le menu, le monde va apprendre c'est quoi. Ils vont aller chez GA, ils vont voir le mien, ils vont l'acheter. Fait que, non, c'est clair. Puis notre autre affaire, c'était on voulait se positionner. Une des raisons que ça n'avait pas fonctionné dans le passé, c'était le price point était en haut de... C'était tout 12, 13, 14, 15 piastres la bouteille. Parce que vous avez essayé de lancer dans le passé. Non, c'est que les autres compagnies qui ont lancé dans le passé, c'était tout 12, 13 14, 15 piastres la bouteille. En haut de 10 piastres, une bouteille de miel, c'est comme... c'est t'as quasiment pas envie de l'économie. Fait que nous, dès le départ, quand on a starté, notre priorité, c'était comment qu'on met ça à moins 10 piastres sur l'étagère. Puis là, après ça, ça marche, puis qu'on n'avait pas besoin de payer pour que les gens l'aillent dans leur cuisine. Combien qu'après ça, qu'ils se prennent de marge. Tu sais, là, ça, c'est une des raisons pourquoi je suis allé chercher un partner qui connaît le domaine d'épicerie. Combien qu'ils se prennent de marge sur Sobeys? Combien qu'elles se prennent... le magasin IGA s'en prend combien? La bannière Sobeys, elle s'en prend combien? Mon transporteur, ça coûte combien? As-tu un distributeur? Tu sais, fait que toute cette logistique-là que le monde y pense que c'est comme ça apparaît par magie sur la tablette, il fallait qu'on voit si c'était réalisable. C'est clair. Fait que ça a toujours été, depuis le début, notre price point était super important. Puis là, on est vraiment content.
IGA, on le met à 8,99 sur les étagères. Fait que c'est un prix qui est comme vraiment accessible pour que le monde ils se dise, on va l'essayer, dans le fond. Ça a l'air intriguant, on va l'essayer. C'est juste ça qu'on a besoin. Si on a besoin que la personne l'essaye. Puis ça, après ça, tu tombes en amour avec le produit. Puis ça, c'est négocié dans vos contrats direct à la base avec Sobase, de dire ça va être en spécial X nombre de semaines, puis vous allez pousser sur ça. Les promotions, puis après ça, nous autres, on leur donne un suggested retail price. On leur dit on conseille que ça soit listé entre 8,99 à 9,99. Après ça, eux autres peuvent décider de le mettre quel prix qu'ils veulent. Mais tu sais, évidemment, eux autres aussi. Eux autres, qu'est-ce qui était le fun avec IGA, c'est qu'ils ont déjà, comme je vous disais, il y en avait déjà eu dans le passé. Ouais. Fait qu'ils savaient, ils croyaient à ce produit-là, puis là, ils ont vu, il y a un influenceur derrière, on avait la crédibilité d'avoir mon partenaire Sébastien aussi. Fait que c'était comme, ils étaient vraiment contents. Fait que ils ont embarqué à 100%, puis ils l'ont listé dans toutes les chiffres. Y a-t-il un enjeu, mettons justement, que les IGA le mettent trop cher pour. Puis là, que ça ne réponde plus à comme toi, ta mission de. Que je pense. Ils pourraient le mettre 9,49, 9,99, 10,99. Tu sais, ils peuvent le mettre à ce qu'ils veulent. On leur suggère. Non. Okay. Puis surtout, toi, ta rentabilité ne change pas, si je me trompe pas. Moi, je vais à un prix. Puis moi, j'y vais à pas 8,99. C'est eux directement qui vont chercher les sous supplémentaires. Oui. Exact. Ça dépend tout le temps de leur. Parce que chaque grande bannière, ils ont un modèle d'affaires différent. Ils ont toute une marge spécifique qui se prennent dans chacune des catégories. Le miel, c'est un produit qui est sec, qui n'est pas réfrigéré. Fait que des fois, on est capable d'avoir de quoi de plus. Vous autres, dans les congélateurs, ça devait être un cauchemar. Là, dès que ça soit entreposé d'une manière X, c'est ça, mais du sec qui passe pas date. Puis, nous autres, notre produit est bon à vie. Là, fait que ça nous aide. Il n'y a pas de date de péremption? J'en mets une de 12 mois, mais c'est bon à vie. C'est juste, à un moment donné, ça va cristalliser. Tu le mets au micro-ondes. Exact. Tu le ramènes à la vie, tu le recycles. Fait qu'on est obligé d'en mettre une, mais en réalité... Puis là, vous avez 2 produits, 2 recettes pour le moment? Oui, dans le fond, on a le produit régulier, qui est mélépicé régulier, que n'importe qui peut manger. C'est vraiment le niveau de spicy, il n'est pas fou. C'est genre comme pour les gens comme moi c'est genre un 3-4 sur 10. Puis on a le extra hot qui est genre, lui, il est vraiment... T'en avais... Je parle à lui, excuse. Mais le extra hot qui est vraiment, vraiment, vraiment piquant. Ça, c'est pour les grands amateurs de... On voulait pas lancer 4-5 SKU. Là. Des fois, il y a des gens qui se lancent full de saveurs en partant, mais nous, c'est parce qu'on veut faire connaître le produit de base. Fait que ça me sert à rien de lancer des miels aromatisés avec plein d'affaires. Je veux commencer par les faire comprendre c'est quoi, puis après ça, une fois que le marché est éduqué, on pourra lancer des saveurs. Mais c'est bon de rejoindre les 2 types de personnes, ceux-là qui aiment ça vraiment épicé, puis les gens comme moi. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce produit-là, c'est que quand vous allez goûter, la première affaire que tu goûtes, c'est du miel. C'est pas... L'épicerie revient après. Oui, parce que nous, on fait une infusion, vraiment. Parce qu'il y a d'autres compétiteurs qui dans le passé, qui mettaient des extraits, dans le fond. Fait que là, je sais pas les tests que vous avez fait, c'était avec quoi, mais quand tu prends ce miel-là, c'est comme, genre, c'est pas nice, là. C'est vraiment pas le fun. Nous, si tu goûtes le miel, t'es, le miel, puis là, OK, genre, là, à la fin, fait que c'est vraiment infusé avec des piments, là. Notre produit, il y a 3 ingrédients. C'est du miel, du vinaigre de cidre, puis des piments forts. That's it. Il n'y a rien d'autre dedans. Puis comment vous êtes arrivé? Parce que clairement, vous avez dû faire du développement pour ça. J'imagine que ça, c'est quand même long aussi. Oui, vraiment plus compliqué que je pensais. Moi, je me disais 3 ingrédients. C'est pas toi qui le fait? Tu sous-traites à une usine? Au début, on était genre, on va le faire. On faisait des tests chez nous. Après ça, sur mon four. Puis là, on était comme, là, faut que je contrôle la température. Là. Quand tu contrôles la température sur un four de maison, c'est comme n'importe quoi. Là. Fait que finalement, on a été avec un laboratoire qui s'appelle CDBQ, qui est à La Pocatière. Puis eux autres, c'est ça qu'ils font. Ils développent des produits alimentaires. Fait que ça coûte cher. Là, mais c'était... Pour nous qui n'avions aucune expérience là-dedans, puis aucune installation pour le faire, on était comme garde. Mais ça te permet de standardiser aussi, t'assurer que chaque pomme Puis eux autres font puis eux autres font tous les tests, tous les tests d'analyse qui finissent plus là. Ils ont tout fait ça, fait que mais ça a été vraiment plus long que je pensais de trouver le bon dosage. Du moment que tu as eu le projet au moment que c'était sur un an et demi, genre. Un an et demi. Quand même. C'est fou, hein? Moi, je pensais faire ça. J'imagine que tu engages des coûts quand même aussi, là, justement, pour la recherche. Oui, ça a coûté quand même, ça a coûté plus cher qu'on pensait. Plus cher qu'on pensait. On ne savait pas que ça coûtait, dans le fond. Vous êtes juste lancés. Comme on va payer c'est ça. au fur et à mesure. Puis, heureusement, on avait fait un peu d'argent avec la vente de nos autres restaurants. Fait qu'on avait de l'argent à mettre, mais en même temps, c'était quasiment notre salaire. C'était notre argent pour vivre un peu. Puis, fait que... mais regarde, on était all-in. Fait que c'est ça qu'on a fait. Ça a coûté quand même cher.
Mais on a fait affaire avec un laboratoire, effectivement, parce que trouver le bon dosage, la température d'infusion, le temps d'infusion. Après ça, quand tu arrives chez ton co-packer en usine, ben, c'est différent parce que là, il fait chaud quand même, lui, dans son... Oui, c'est ça. Fait que là, c'est de refaire des tests. Fait qu'on était accompagnés, eux autres nous ont accompagnés jusqu'à la première production chez le co-packer. OK. Fait que ça a vraiment bien été. C'est ça, il y a plusieurs intermédiaires. Ouais. Enfin, il y a un laboratoire. Il y a le laboratoire. Il y a une usine de production. Ouais. Fait que là, quand ils arrivent chez le co-packer, des fois, ils envoient la recette. Puis là, ils nous ont dit, voulez-vous qu'on vienne? Oui. Genre, ça coûtait plus cher encore. Mais, c'est sûr. Mais s'ils viennent pas, c'est parce qu'après ça. Même s'ils ont développé la recette, tu sais pas s'ils vont l'exécuter. À grande échelle, là, des fois, là, c'est pas genre, vous savez, là, quand vous faites usiner des produits pour vos restaurants, mettons que tu fais ta recette chez vous, tu mets 10 grammes de sel, ben si tu fais fois 100 ta recette, tu ne vas pas nécessairement faire fois 100 ton sel parce que, en tout cas, fait que c'est comme de la science, là, je connais rien là-dedans, là, mais comme il y a plein de facteurs. C'est fou, juste des fois, on change de fournisseur, puis les recettes nous appartiennent, fait qu'on donne la recette exactement à l'autre fournisseur, puis tu sais, ça va prendre une coupe de shots avant que ça goûte pareil. Ouais. C'est quand même spécial pour ça. Fait que là, tu es dans la vente au détail, on dit. Restauration, restauration doit prendre puis création de contenu. Ouais. Création, ben oui, c'est ça, parce que tu as des revenus encore récurrents de ça? Ou Ben dans le fond, ça a commencé peut-être je dis quelques mois, mettons, 6 mois peut-être, là, à commencer à payer là, pour de vrai. Là, que les brands. Tu sais, c'est parce que j'avais tellement des bons résultats sur mes vidéos tout le temps qu'à un moment donné, c'était comme... C'est fou, c'est ça, ils sont tous bons. C'est très rare qu'il y en a un qui ne fonctionne pas. Je suis chanceux, dans le fond. Ben, chanceux, non. Tu as trouvé ta niche, puis tu es resté. Oui, exact. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, bon, ben, ça va finir par venir. À un moment donné, j'ai comme... Pas que j'avais abandonné, mais j'étais comme, là, je fais pas mes... Parce qu'à un moment donné, tu tombes dans un trap de genre, lui, il fait... Tu sais un peu comment que le monde font d'argent dans cette industrie-là. C'est fou, hein? Puis là, ils en font, puis t'es comme, merde. Puis là, tu regardes, moi, je fais plus de vues. Genre, ouais, mais ça marche pas de même. T'sais, dans la vie, c'est pas juste les vues. C'est après ça, tu bâtis ta réputation. Ça n'a pas le même poids, je dis n'importe quoi, mais mettons quelqu'un qui apparaît sur Salut Bonjour, qui dit quelque chose à propos de ton produit, ça n'a pas le même poids que juste quelqu'un qui fait des vidéos. Même ça si. donne la notoriété. Même s'il fait plus de vues, des fois, les brands. Fait que, à un moment donné, j'ai comme abandonné de penser comme ça. J'étais juste, regarde, je vais faire mes vidéos, puis à un moment donné, ça vient. Puis j'étais pas dépendant de ça. Là. Mon but avec ma plateforme, ça a toujours été dans l'optique de bâtir mes propres business comme que je fais là avec Hottie puis Papa Sandwich. Fait que le reste, c'est du bonus pour moi. Puis ce que tu fais justement sur les réseaux sociaux, comment ça fonctionne? C'est-tu toi qui fais tout de A à Z? J'ai personne. Idéologie, montage, tournage? J'ai pas de monteur, j'ai pas de caméraman, j'ai rien. Je filme avec mon iPhone. C'est très time consuming. C'est quoi ta proportion, mettons, dans tes 3 souvent, lignes d'affaires? J'essaie de faire mes vidéos en une journée dans la semaine. Fait que je vais filmer, mettons, 3 vidéos dans une journée, ce qui prend toute ma journée, dans le fond, là, parce que c'est quand même long. Oui, c'est ça. Fait que j'essaie de me garder une journée par semaine que je fais des vidéos. Mais tu sais, avec l'ouverture, avec le lancement des 2 business, je te dirais que ma fréquence de post, elle a baissé récemment. C'est ça, tu publies 3 vidéos par semaine? Je publiais 3 par semaine, oui. Puis là, c'est en site, c'est des fois 1, des fois, en tout cas 2. Mais tu sais, là, je le reprends là, tranquillement parce que, comme j'ai dit, on a bâti une petite équipe dans le sens qu'on a Anthony qui opère le restaurant. Dans le commerce au détail, c'est moins prenant parce que c'est pas physique. Là, si on travaille de la maison, on travaille. Fait que, c'est clair. Mais fait, je me garde une journée par semaine que je filme mes vidéos, puis je les édite. Puis, tout ça dans la même journée. Oui. J'essaie de garder ça dans la même journée, mais ça prend du temps. Puis après ça, ben, là, les autres compagnies, en ce moment, c'est pas mal 5. Ben, Papa Sandwich me prend plus de temps en ce moment que Hottie, juste parce que c'est plus prenant physiquement. Ben, puis t'es dans les opérations versus Hottie, t'es pas dans les opérations. Oui, exact. Ben, Papa Sandwich, heureusement, maintenant, depuis quelques semaines, moi puis Gabriel, on a réussi à se retirer des opérations à cause que notre partenaire Anthony gère vraiment bien les opérations. Là. D'ailleurs, on a genre 1300 avis sur Google en genre un mois, puis on a 4.9. Fait que ça va vraiment bien. Là, il y a très peu de commentaires négatifs. Fait que nous, ça nous permet de bâtir un peu le modèle de franchise qu'on parlait, travailler sur le food cost. Oui, c'est ça. Ça vous permet de faire du développement plus que d'avoir les mains dedans. Exactement. Avez-vous fait un peu de pub traditionnelle ou zéro? Zéro. On a investi $0 en pub à date, dans le fond. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné de la bouffe, mettons, pour des influenceurs. C'est pour ça que ton nourriture est haut. C'est juste donner. Oui, ben, la stratégie, il n'y a pas d'argent qui est investi en Facebook Ads ou rien de tout. Là. Non. Puis là, tu dis que tu as une conjointe. Vous n'avez pas d'enfant pour le moment. C'est parce que
t'es trop occupé par... Ben, elle non plus n'est pas prête, mais je sens qu'elle va être prête avant moi dans sa tête. Mais c'est plus que j'ai goût de... Ma soeur, elle a eu un bébé, il y a 2 ans, puis elle est tellement bonne, puis tout le monde qui a des enfants sont tellement bons, mais ça leur prend tellement de temps que je suis comme... Je sais pas comment je ferais en ce moment, mettons, pour donner tout le temps que ça a besoin. Ouais. Puis je sens que ça l'affecterait les business. Tu sais, peut-être que toi, tu vas me dire le contraire parce que tu l'as vécu, mais moi, je sens que ça l'affecterait les business, mettons, si je faisais ça maintenant. Puis j'aime mieux, comme j'ai goût d'être une place plus confortable dans ma vie, genre pour me dire, bon, là, comme j'ai pu, tu sais, je sais pas. Je suis rendu là. Ouais. J'ai la place aussi. Ouais. Parce que, tu sais, mettons, on rewind là 1 an, on partait, puis on n'avait plus de salaire. Fait que là, je suis quand tu vas avoir des enfants, genre, tu viens de dropper ton salaire. Non. Mais là, pas si longtemps, vous avez comme eu un gros boom dans votre vie. Exact. C'est un gros changement qu'on a fait. Ça a super bien fonctionné, mais tu travailles à stabiliser. Ça va super bien en ce moment, mais tu sais, on va pas se le cacher. Papa Sandwich, ça fait 2 mois que c'est ouvert. Là, ouais. À date, ça va vraiment bien, genre, vraiment, mais il n'y a rien je sais pas ce qui va arriver. Je pense que ça va très bien aller, mais on ne sait jamais. Là, c'est quoi votre plan de croissance 5 à 10 ans, autant pour Papa Sandwich que pour Hottie? Ben, Hottie, on parle déjà avec d'autres grandes chaînes. Fait que notre but, c'est vraiment... Je veux pas qu'on s'éparpille trop rapidement parce que des fois, il y a du monde qui chase juste les points de vente. Puis après ça, si tu n'as pas de vélocité dans tes points de vente, mettons que je dis n'importe quoi, on rentre demain matin chez... Costco. Ouais, mettons Costco ou bien un autre magasin, mettons dans une autre province, genre. Okay. Puis là, j'ai pas de plan de marketing pour aller dans l'autre province. J'ai pas de followers dans cette province-là. Puis ça va pas bien. Ben là, je suis brûlé pour après. Ils ne voudront pas me reprendre là, dans 2 ans. Ben peut-être, mais souvent, tu as une chance avec un retailer. Fait que si tu rentres et tes vélocités sont pas là, ils vont te sortir puis t'es mort. Fait que on veut vraiment, vraiment éduquer le marché du Québec sur c'est quoi le milieu épicé. Je pense que ça s'en vient. Les bannières commencent de plus en plus à en mettre. Mec Salvatore en mettre, ça va nous aider. On va travailler là-dessus. C'est un des gros défis pour les entreprises québécoises après de percer, parce que les marchés sont tellement différents. Il y a comme vraiment une gap entre les... Puis je l'ai pas vécu encore. Fait que mon plan, c'est de voir rendu là, c'est quoi la stratégie. Mais pour l'instant, c'est vraiment je veux que quand on dit du miel épicé puis Hottie au Québec, que tout le monde sache c'est quoi. Genre. Fait que ça, c'est le premier. Ça y va par les vidéos qu'on fait, par les apparitions à la télé, blablabla, tout le kit, puis les chaînes qui embarquent. Une fois que ça va être fait, on va sûrement penser à aller vers le Canada anglais. Je ne sais pas si un jour on vise les États-Unis parce que je connais des gens qui ont des produits puis qu'ils sont allés aux États-Unis puis ça coûte. Faut que tu lèves de l'argent parce que ça coûte tellement cher. Ouais. Que ça, rendu là, peut-être que notre but, ça va être, on vend genre à quelqu'un puis qu'il l'amène aux États-Unis si ça y tente. Fait que moi, je suis quelqu'un qui j'adore ça, bâtir genre des affaires. Fait que quand ça va être rendu là, je pense que je vais avoir envie d'avoir un exit puis de vendre. Fait que toi, ton trip, c'est vraiment plus de construire quelque chose puis après ça, ben tu sais, je l'ai pas fait encore, je dis ça, mais c'est ça ça serait ça mon objectif avec il y a beaucoup d'entrepreneurs la marque. Puis pour Papa Sandwich, ben c'est premièrement, on veut standardiser à 100% lui qu'on a en ce moment. On veut en ouvrir quelques autres dans la ville de Québec nous-mêmes pour voir comment ça... prendre votre air d'aller. Exactement, puis vraiment, genre, comprendre à 100% nos opérations, parce qu'on est un peu dans un rêve en ce moment, que c'est comme... Ça n'a pas rapport, là. Ça va bien. Ça va vraiment bien, que comme les clients viennent à nous, puis c'est comme... On essaie juste de survivre, mais tu sais, des fois, faut pas faire... Tu sais, je veux dire, si on en ouvre un à Lévis, ou whatever, ça se peut que ça soit moins fort. Fait qu'après ça, comment tu gères tes opérations? Là, en ce moment, c'est facile, parce que tout ce qu'on fait live, je fais cuire des affaires, on les passe. Hein, ça s'en va. Mais après ça, comment tu gardes un produit de qualité, mettons, dans une table chaude? Après ça, fait qu'il y a tout une logistique à penser avant de se dire on va en ouvrir 100. Là, mais on monte quand même le modèle en ce moment pour être prêt à en faire quand ça va. Ça demande moins d'énergie de le faire en s'en allant que d'arriver 3 ans plus tard puis faire bon, OK, on note depuis le début nos processus. Là, c'est ça qu'on fait en ce moment. Mais Papa Sandwich, je pense vraiment que ça peut devenir très, très gros parce que il n'y en a pas de chaîne. Il n'y a pas d'autres chaînes de sandwich. Non, c'est ça. Vous êtes quand même dans un créneau Subway qui domine le marché en ce moment. Mais c'est pas le même type de produit. Non, exact. C'est différent. Puis, mais il n'y en a pas d'autres des chaînes. Il y a Quiznos, que c'est comme, il en ferme plus qu'il en ouvre. Fait qu'on est vraiment dans un créneau, je pense, qui va... Puis c'est pas des marchés full niche. Je sais pas comment j'avais lancé, genre un... Non, en effet.
C'est accessible. C'est accessible. Tout le monde mange des sandwichs dans la vie. Ouais, c'est facile à comprendre. Fait que je pense qu'il y a un gros potentiel de croissance. Oui, clairement. Puis pour Hottie, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir d'autres produits? Est-ce que vous travaillez dans le développement d'autres produits? En ce moment, non, pas du tout, parce que je veux vraiment, comme j'ai dit, je veux me concentrer sur éduquer le marché en premier. Fait que je pense, en ce moment, j'ai des idées dans ma tête. Là, y a-tu des dérivés, mettons? Ben oui, j'aimerais ça faire un miel épicé buffalo, un miel épicé sriracha, un miel épicé jalapeno, un miel épicé habanero. Tu sais, il y a plein de dérivés que tu peux faire autour de ça. Il y a même des produits connexes qu'on pourrait faire qui n'est pas nécessairement juste ça, mais un produit au miel épicé. Mais pour l'instant, je pense que c'est vraiment de se concentrer. Puis je regarde, mettons, le modèle d'affaires de la grosse compagnie aux États-Unis, Mike's Hot Honey, qui domine le marché, à peu près 90% des parts de marché dans ce produit-là, c'est fou, là, tu sais. Puis eux autres, ils ont 2 SKU depuis le début. Ils n'ont jamais fait d'autres choses. Puis tu dis, ça fait 3-4 ans quand même qu'ils roulent. Ça fait au moins 10 ans que ça existe, mais que ça fait 3-4 ans que ça le blow up. Puis eux autres, ils ont 2 SKU, un régulier et un extra épicé. Ils n'ont pas d'autres saveurs. Puis eux autres, leur thinking, c'est à la place de développer des saveurs, ils développent des formats. Fait qu'ils ont des sachets, ils ont des pots, ils ont des gros formats comme qu'on a fait pour les restaurants. Ils ont beaucoup de formats différents pour essayer de faire goûter le produit. Ils vivent un peu le même enjeu dans le sens que là, les États-Unis, ça commence à être vraiment connu. Mais là, 3-4 ans, c'était pas ça. Fait que, il y a un gros effort. C'est vraiment 2 lignes de pensée. Il y en a vraiment que, autant dans la restauration que dans la vente de détail comme ça, qu'on n'a pas beaucoup de SKU, on en a 3, puis c'est ça qui est ça. Il y en a d'autres qui ça marche bien, fait qu'ils se diversifient, tout ça. Puis je pense à Saint-Hubert notamment, qui, quand ils ont vendu la compagnie à une compagnie ontarienne, c'était un gros pourcentage de la transaction qui était associé aux produits d'épicerie. Oui, les produits d'épicerie, c'était devenu une grosse partie de la business. Versus la restauration. Oui, exact. Fait que, c'est deux modèles, c'est 2 manières de penser différentes. C'est soit que tu crois par d'autres saveurs, d'autres SKU, ou tu crois par être capable de le mettre dans le plus. Parce que quand tu développes d'autres produits, c'est que tu réussis à le mettre dans plus de mains du monde. Tu sais, mettons, j'ai des sachets là, chez Salvat ou chez Toplo ou chez Jack Lecoq, des sachets à l'entrée, c'est bien plus intéressant que d'acheter une bouteille à 8,99. Ils pognent le sachet, ils goûtent. C'est ça, c'est comme un autre canal de vente. Exact. Fait que il y a beaucoup, on peut faire beaucoup de choses juste avec le même format, pas le même format, le même produit, on peut faire beaucoup de développement autour de ce produit-là. Encore. Puis, j'ai une question inusitée. Quel genre de recette on pourrait faire avec du miel épicé puis des pâtes? Des pâtes, j'en ai fait. Mais sur les pains à l'ail. Oui, c'est vrai, j'avoue. Oui, sur le pain à l'ail. C'est vrai que ça serait avec bon, beurre à l'ail, fromage, parmesan, avec le miel épicé, c'est vraiment bon. Puis sur le site web de Hottie, il y a une recette que c'est des pâtes Alfredo avec du poulet. Le poulet, il est glacé au miel épicé. C'est malade, là. C'est vraiment, vraiment bon. Puis n'importe quelle pâte. Avez-vous des pâtes avec du poulet croustillant? Ou... Non. Non, OK. Parce que... Ça, oui. Ça, parce que du poulet croustillant, c'est que Jack Lecoq qui en a un miel épicé, que je ne sais pas si vous le faites maison, mais c'est fou, là. Du poulet frit avec du miel épicé, c'est malade. La pizza, les pâtes, le fromage... Honnêtement, le monde qui y goûte, ils disent toute la même affaire que c'est comme... Ils mettent ça sur tout après. Fait que pour les pâtes, je dirais des pâtes Alfredo avec du poulet grillé qui est glacé au miel épicé. Puis si vous voulez la recette, il est sur hottie.ca. Intéressant. C'est qui t'a inspiré dans ton parcours entrepreneurial? J'ai pas de personne précise. Shark Tank. Ouais, Shark Tank. Non, mais dans mon parcours entrepreneurial, j'aime beaucoup regarder... Pour le domaine alimentaire, j'ai beaucoup regardé Jake Carls, qui est le fondateur de Midday Squares. Puis ça, c'est une des personnes que j'ai DM sur LinkedIn, que j'ai pu aller rencontrer chez eux. Puis il m'a fait... C'est malade, là. Il a fait le tour des épiceries avec nous autres. Il nous a expliqué plein d'affaires, tu sais. Fait que ça, c'est une journée que j'ai passé un matin ou un après-midi avec lui. C'était malade, là. C'est fou la bonté des gens. Ouais, fait que lui, il m'a beaucoup inspiré dans le sens de du storytelling, un peu comme vous faites avec Salvat. Vous faites beaucoup de storytelling. Puis c'est quelque chose qu'on nous autres aussi, on va vouloir faire. De compter l'histoire en arrière des compagnies, parce que quand tu rentres dans une épicerie, il y a comme 30 000 produits. Fait que comment tu fais pour que la personne care à propos de ton produit? Puis c'est ça qu'il nous disait. Nous autres, c'est une barre de chocolat, mais genre le monde, ils voient beaucoup plus que ça. Ils ont même leur face sur le packaging en arrière. C'est comme... Fait que lui, il m'a beaucoup inspiré pour le commerce au détail. Pour la restauration, je m'inspire beaucoup de Todd Graves, le gars de Raising Cane. Je pense que c'est son nom. J'espère que je ne massacre pas son nom. Le gars de Raising Cane, j'écoute beaucoup d'entrevues qu'il a faites, de podcasts qu'il a faites, puis j'admire énormément
la simplicité de son menu qu'avec tous le succès qu'ils ont connu, ils n'ont jamais rajouté rien sur le menu. Il n'y a pas de limite de LTO, de temps limité, il n'y a rien. Il a spécialisé, il a perfectionné son produit. Puis aujourd'hui, il dépasse ses Raisin Canes. C'est comme en folle croissance. Fait que dans la restauration, je m'inspire beaucoup. Mais ça change. Des fois, je pars sur une autre chire, je regarde le fondateur de Starbucks. Je m'inspire énormément de plein de monde dans le domaine précis que je veux aller dedans. J'ai pas une personne en particulier, mais j'ai comme plusieurs personnes que j'aime regarder. Pour finir, on a des questions en rafale pour toi, à réponse courte. Donc, je commence. Qu'est-ce qui, selon toi, la majorité des gens ne comprennent pas en marketing? Les gens ne comprennent pas que quand tu postes une vidéo, un contenu, qu'il faut que ça soit pour le consommateur puis pas pour ta compagnie. Tout le monde s'en... Je suis trop sacré. Tout le monde s'en crise de ta compagnie. J'aime ton honnêteté. Qu'est-ce qui est le plus payant? Réseaux sociaux, restauration ou vente de détail? Les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus d'argent pour beaucoup moins de travail, mais dans mon cas, c'est les restaurants qui sont plus payants en ce moment. Qu'est-ce qu'on priorise lors de l'embauche? Le talent ou l'attitude? L'attitude, 100%. Je dis tout le temps la même affaire à notre partenaire Anthony quand il engage du monde. Je m'en sac de où ce qu'il a travaillé. L'attitude, c'est... Tu sais, on fait rien de compliqué. On réinvente pas la vie. Là. On fait des sandwichs. Fait que la personne est capable de tout apprendre sans problème. Si elle a la bonne attitude, elle va le faire. Sinon, non. Tu as 1 million à investir dans un nouveau projet. Tu le mets dans quoi? Joue des papas sandwich. Ouh! Puis, s'il y avait un seul sandwich que tu pouvais manger pour le reste de ta vie, ce serait quoi? Le Hot Honey Baby, qui est poulet croustillant, burrata, miel épicé, pesto. D'ailleurs, que Olivier Primo a donné 9,8. C'est le meilleur sandwich. C'est sûr, je mange ça ce soir. On va aller essayer ça. C'est fou. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance en affaires? De trouver quelqu'un que tu veux être comme lui, que tu admires dans un domaine, puis de le contacter, puis d'essayer d'aller de te rapprocher de lui de n'importe quelle manière que tu peux. Si c'était n'importe quoi, le gars, il a un bureau, puis il a besoin de quelqu'un pour passer le balai, mais il va passer le balai dans son bureau, puis si tu es capable d'y poser des questions entre 2 meetings, ben tu es gagnant. C'est ça mon conseil. C'est d'approcher quelqu'un que tu veux être comme lui, puis ça t'ouvre tellement de portes après, puis ça te fait sauver énormément de temps sur des erreurs que tu peux éviter. Très bon conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Super bon épisode. Honnêtement, là, j'ai vraiment aimé tout naviguer au travers de la création de contenu, de la restauration, de la vente au détail. C'est vraiment des secteurs qui sont quand même très différents et qui sont difficiles, je devrais dire. Moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est sa détermination à aller chercher les connaissances au bon endroit pour propulser sa réussite. Vraiment. Si, comme nous, vous avez adoré le contenu d'aujourd'hui puis vous voulez en apprendre plus sur les entrepreneurs d'ici, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes.